Salut les primes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Optimus Patrimoine. Aujourd'hui, vidéo sur un indicateur boursier qui devrait vous aider dans vos décisions d'investissement. Allez, c'est parti, générique. Aujourd'hui, on va parler donc du Price Earning Ratio ou PER. C'est une formule simple, mais qui peut révéler beaucoup de choses sur les entreprises et qui, j'espère, vous aidera à prendre des décisions d'investissement. Alors, qu'est-ce que le PER? C'est l'un des principaux ratios financiers utilisés par les investisseurs que tout le monde doit connaître. Pour faire simple, c'est le rapport entre le prix de l'action sur le marché et les bénéfices par action de cette entreprise. Pour calculer le PER, c'est vraiment simple. Vous prenez le prix actuel de l'action et vous le divisez par les bénéfices par action de l'entreprise. Cela donne une idée en fait de combien les investisseurs sont prêts à payer chaque dollar de bénéfices généré par l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PER peut être calculé soit de manière rétrospective, c'est-à-dire qu'on fait une analyse du passé. Par exemple, on peut voir pour le PER de 2022. Voilà, ce sont des données figées. On a le prix de l'action en 2022 qu'on divise par le bénéfice par action en 2022. Ou bien, vous pouvez le calculer de manière anticipée. Là, dans ce cas-là, c'est vous allez prendre le prix de l'action à aujourd'hui, par exemple, et vous allez le diviser par les bénéfices par action anticipés sur l'année 2023. Vous allez avoir des variations légères de PER selon les sites que vous consultez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le PER, il peut être utilisé de plusieurs manières dans le sens où, en fait, vous pouvez utiliser le PER d'une entreprise pour le comparer à son secteur ou bien à ses concurrents. Donc, par exemple, on peut prendre le PER d'LVMH et le comparer avec le PER de Kering ou carrément du secteur du luxe pour voir si, par exemple, on estime que LVMH est surévalué ou sous-évalué par rapport à un concurrent comme Kering ou bien par rapport, comme je disais, au secteur du luxe dans son entièreté. Bien sûr, c'est pas toujours aussi simple. Donc ça veut pas dire que le PER d'LVMH est de 23 et celui de Kering ou du secteur est de 25, qu'il faut foncer sur LVMH. Parfois, il peut y avoir des explications à cet écart. Donc par exemple des prévisions de bénéfices moindres que ses concurrents ou bien des perspectives de croissance. Ça peut être également voilà, des anticipations. C'était juste pour vous donner cet exemple. Donc on peut calculer le PER par rapport à, donc, comme je vous l'ai dit, à ses pairs, au secteur. Mais on peut également calculer le PER pour cette même entreprise et la comparer à différentes périodes. Donc, par exemple, on va prendre le PER d'LVMH sur 20 ans, calculer la moyenne et voir avec le PER estimé de 2023. Si on s'aperçoit qu'il y a un grand écart entre le PER moyen d'LVMH sur les 20 dernières années par rapport à celui qui est anticipé en 2023, on peut donc peut-être anticiper que l'action LVMH est sous-évaluée ou surévaluée par rapport à son historique. Donc maintenant, pour enchaîner, j'ai un peu empiété, mais quelle interprétation faire du PER? Alors un PER élevé généralement indique que l'entreprise est surévaluée. Au contraire, un PER faible nous indique parfois que l'entreprise est sous-évaluée. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça à prendre en considération, comme je vous ai dit. On peut avoir des anticipations de bénéfices moindres ou de croissance voilà, qui fluctuent. Donc si vous anticipez un bénéfice très élevé et une croissance très forte, bon, bah, ça peut justifier que voilà, l'entreprise a un PER élevé. Au contraire, si vous anticipez des baisses de bénéfices et des perspectives de croissance très faibles, bon, voilà, ça peut justifier un PER faible. Cependant, si vous avez des anticipations de croissance et de bénéfices pour cette entreprise qui n'est pas en ligne par rapport au PER, bon, bah, voilà, là ça veut dire que c'est sous-évalué et donc il peut être intéressant d'investir sur cette entreprise. Alors ce que je voulais vous faire remarquer aussi, c'est que selon les secteurs, les PER sont complètement différents du fait justement de ces anticipations de croissance. Par exemple, les bancaires ont des PER très faibles ou aussi les constructeurs automobiles parce que voilà, ce sont souvent des entreprises matures qui ont plus trop, voilà, qui vont pas faire des croissances à deux chiffres. Hein. Par exemple, Renault va pas faire du 50% par an. Il n'y a pas énormément de perspectives de croissance. Donc évidemment, dans ce secteur-là, les PER vont être plus faibles. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer, par exemple, le PER d'NVIDIA avec le PER de Carrefour ou de BNP Paribas. Ça n'a pas vraiment de sens. En ce qui concerne les limitations du PER, il est important de noter que, par exemple, le PER ne prend pas en compte les variations des bénéfices d'une année sur l'autre, ni les perspectives de croissance à long terme. Ça, ce sont des anticipations que vous allez faire et voilà, qui sont bien sûr hypothétiques. C'est pourquoi il est souvent conseillé d'utiliser le PER avec d'autres indicateurs et pas uniquement le PER
comme outil de décision d'investissement. Donc, mes conseils pour bien utiliser le PER, c'est déjà de le comparer soit vraiment à l'entreprise elle-même par rapport à ses performances passées, ou bien de le comparer voilà, à des concurrents ou bien à un secteur auquel il appartient en entier. Mon deuxième conseil, c'est vraiment de ne pas l'utiliser comme indicateur seul, mais dans une stratégie globale d'investissement. C'est-à-dire que voilà, vous avez couplé le PER avec les perspectives de croissance du chiffre d'affaires, de projection des bénéfices, etc., etc. Enfin, le PER, pour ce qui est des PER estimés, donc qui se basent sur des prévisions de bénéfices, ça reste hypothétique. Donc, voilà, ne basez pas tout sur ça et essayez de faire des prévisions. Si vous utilisez vos propres prévisions, essayez de faire des prévisions réalistes. Donc, en conclusion, le Price Earning Ratio est un outil puissant, mais il doit être utilisé avec prudence. Voilà, on ne doit pas se baser seulement sur cet indicateur pour des décisions d'investissement. Il est quand même très utile pour voir si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée assez rapidement. Et je trouve que dans une stratégie d'investissement, avec d'autres indicateurs, c'est excellent. Et de toute façon, c'est l'un des indicateurs les plus utilisés. Donc j'espère que je vous aurai aidé à comprendre un peu son fonctionnement et à comment l'utiliser et comment le mettre en perspective. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus le fonctionnement de cet indicateur qui est vraiment crucial hein, dans les décisions d'investissement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de la partager pour plus de contenu financier et d'activer la cloche pour être alerté dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Nono et à bientôt les primes.